Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Trust the process. Trust the process. Saison 2, épisode 36. Évidemment, le décor. Le décor n'a pas changé, mais la configuration a changé. Simon Snake Boisvert, bonjour. Salut Mathias. Alors, écoute, t'es à Rimouski. Évidemment, la Coupe Mémoriale. Dis-moi, t'es où, là, par rapport à l'aréna et tout ça? Bien, en ce moment, je suis dans pas le stationnement de l'aréna, si on peut dire, mais dans le devant, ils ont organisé un genre de secteur où il y a une fête foraine, il y a une grande roue. Les gens peuvent regarder le match sur écran géant. Il est 17h en ce moment, alors au cours des 2 prochaines heures, là, les gens vont arriver tranquillement. Puis, c'est ça. Fait qu'après l'enregistrement, je vais être fin prêt pour le 4e match du tournoi entre Moncton et Medicine Hat. Hey, écoute, McKenna et Caleb Desnoyers, c'est excitant. Si tu me permets, on va en parler au deuxième bloc et on va saluer notre race, Pierre-Alexandre Girard. Simon, j'imagine qu'il y avait beaucoup de Carlsberg. Où est-ce que tu trouves? Parce que le Carlsberg est la bière officielle de la LHJMQ, ainsi que peut-être la meilleure bière au monde. Vous dire aussi que Processus est présenté par Bet99.net. Que vous soyez fan de hockey, basket, MMA, F1, IndyCar, NASCAR, n'importe quoi, Bet99.net a quelque chose pour tout le monde. Et puis, messieurs, jouer au hockey sans équipement. Pas idéal, non? Eh bien, naviguer sur Internet sans VPN, c'est un peu pareil. Vos infos personnelles sont sans protection, mais pas de panique, Surfshark est là. Surfshark, c'est bien plus qu'un VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet sécurisé, privé et sans frontières. Bloquez pubs agaçantes, trackers et logiciels malveillants en un clic. Et devinez quoi? Pas besoin de choisir entre votre téléphone, tablette ou ordi. Avec Surfshark, vous protégez tous vos appareils sans limite. Toute la famille est couverte. Besoin d'un accès rapide? 3000 serveurs dans plus de 100 pays vous attendent. Changez de pays virtuellement et dites adieu aux restrictions. Et avec le pack Surfshark One, vous avez aussi un antivirus certifié, des alertes de fuite de données, un moteur de recherche privé et même une identité alternative pour surfer incognito. Essayez-le maintenant sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Surfshark VPN, la liberté et la sécurité numérique dans une seule appli, disponible sur tous vos appareils, assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cliquez, installez et respirez. Écoute, drôle de coïncidence, Simon, aujourd'hui, quand je t'ai proposé le sujet, tu es à Rimouski, là où Sidney Crosby a vécu la culture du Québec avec l'Océanique. Évidemment, l'idée est dans l'air depuis quelques semaines. Est-ce que ça serait une bonne idée d'amener, dans un contexte où peut-être les Penguins de Pittsburgh reconstruiraient, serait-ce une bonne idée, dans le contexte maintenant du Canadien, là où il est dans sa reconstruction, d'amener Sidney Crosby à Montréal pour les 2 dernières années de son contrat? Et quel serait un prix raisonnable si tu réponds oui à la première question? Ben, vois-tu, en préambule, je peux te dire que je vais faire une exception parce qu'habituellement, c'est le genre de spéculation dans lequel je ne m'embarque pas, les rumeurs de transactions, surtout des choses qui, après ma barre, ont l'air quand même pas farfelues, mais assez peu probables. Ouais. Cependant, et c'est le gros cependant, la raison pour laquelle j'embarque, c'est parce que, selon moi, c'est pas si improbable que ça. En effet. Est-ce que ça va se produire? Je ne gagerai pas ma maison là-dessus, mais il y a quand même une voie là, qui pourrait être tracée pour que les Penguins l'échangent. Pourquoi? Crosby va avoir 38 ans cet été. Il lui reste 2 ans de contrat. Et après ma barre, on serait porté à croire qu'un joueur comme Crosby terminerait sa carrière à Pittsburgh, mais il ne serait pas le premier à avoir terminé, joueur du temple de la renommée, à terminer sa carrière ailleurs. On a vu ça avec Raymond Bourque au Colorado, qui avait gagné la Coupe Stanley. Mais à ce moment-là, je pense que les Bruins vont donner une chance à Bourque de gagner, alors que Crosby, lui, l'a déjà gagné 3 fois. Deuxièmement, est-ce que le Canadien
est dans la même position que l'Avalanche en 2001, ben, je pense pas. Je pense pas que le Canadien, nécessairement, a des très grosses chances de gagner la Coupe Stanley dans les 2 prochaines années. Alors, pourquoi Crosby viendrait à Montréal? Ben, ça, c'est quelque chose qui le regarde, puis ça, je ne spéculerai pas là-dessus. Mais en supposant qu'il donnerait le feu vert à un échange, qu'est-ce qui serait juste pour que le Canadien fasse l'échange tout en ne négligeant pas le plan qui est tourné vers l'avenir, le plan de reconstruction? Et puis, qu'est-ce que ça donnerait d'avoir Crosby? C'est là que Moi, je suis curieux. Ouais. Qu'est-ce que ça te donnerait d'avoir Crosby? Toi qui es un reconstructeur pur et dur, je ne sais pas si on a des exemples avant d'équipes qui ont fait ça, d'amener un bon leader. Je suis curieux de t'entendre là-dessus. Bien, moi, personnellement, j'aurais plus tendance à ne pas le faire qu'à le faire, mais je ne déchirerais pas ma chemise si ça se faisait, pour la bonne et simple raison que je ne crois pas que le Canadien donnerait un de ses top espoirs en retour. Je ne pense pas que les Demidov, Reinbacher, Michael Hage soient en danger. On parlerait donc peut-être des 2 choix de première ronde cette année, peut-être d'un espoir moindre qui joue à Laval en ce moment ou qui est encore dans le hockey junior ou universitaire. Puis, à ce moment-là, ben, le Canadien ne mettrait pas en danger son avenir, mais créerait une situation, puis moi, je pense que ça serait ça le plus gros avantage, pour Ivan Demidov. Ivan Demidov a besoin d'un joueur de centre. Le gars commence sa carrière, il va être un candidat au Trophée Calder. Ça serait assez moche s'il se retrouvait, par exemple, là, avec Jake Evans comme deuxième centre, ou même Kirby Dach. À ce moment-là, ne serait-ce que pour donner un bon départ à Demidov, je pense que l'échange aurait de l'allure, ne serait-ce que pour ça. Ensuite, est-ce que ça peut faire progresser le Canadien au classement? Certainement. Crosby il est encore bon. T'sais, on n'amène pas ici un joueur qui est fini. C'est pas le Crosby de 2015, mais c'est un joueur qui a eu 91 points et qui est encore capable, qui serait peut-être le meilleur joueur du Canadien là, cette année s'il s'en venait. Alors, est-ce que Crosby pourrait les faire progresser? Oui. Est-ce qu'il pourrait peut-être gagner une série? C'est pas impossible. Puis à ce moment-là, ben, ça serait comme une piste de décollage pour le CH. Alors, même si Crosby, dans 2 ans, n'est plus là, ben, ça donne 2 ans pour développer Michael Hage, peut-être à la rigueur trouver quelqu'un d'autre. Puis à ce moment-là, ben, tu sais, le Canadien serait peut-être plus proche de la Coupe, même si Crosby n'est plus là, que s'il n'était pas allé le chercher pendant 2 ans. Alors, je vois un peu des intangibles là-dedans. Je vois Demidov, mais il ne faudrait pas que les fans s'excitent trop si ça arrive, là. Je serais énormément surpris que dans les 2 prochaines années, le Canadien gagne la Coupe. On a juste à regarder les séries en ce moment. Il ne faut pas oublier, là, Washington a battu le Canadien en 5. Caroline a battu Washington en 5. Puis au moment où on se parle, Floride mène 3-0 contre Washington. Alors, le Canadien est loin de la Coupe cette année. Je sais que c'est tout le temps difficile de mesurer la valeur d'une cuvée année après année parce qu'on a des surprises. Mais néanmoins, avec l'information que tu possèdes en ce moment, est-ce que c'est une année où tu serais plus enclin à donner des choix 16 et 17? Puis est-ce qu'il y a des années où tu ne les aurais pas donné les 16 et 17? Bien, si on retourne pas très loin dans le temps, l'année passée, je n'aurais pas donné les choix 16 et 17. Parce que pour moi, ça aurait donné, exemple, Trevor Connolly, Michael Hage. Oui. Tu peux pas. Non. La réponse est non. Cette année, c'est sûr que si Carter Bear glisse, ça me ferait de la peine de laisser aller Carter Bear pour 2 ans de Crosby. Mais à part ça, j'aurais pas trop peur nécessairement que ça revienne me hanter. Regarde, il va y avoir des bons joueurs. On en a parlé dans un autre balado. Le Canadien a certainement, probablement 50 % de chance d'aller chercher un très bon joueur. Pas nécessairement une super étoile, mais un très bon joueur. Mais je serais capable de vivre avec ça. Est-ce que tu as des... Puis je ne veux pas te prendre au dépourvu non plus. Est-ce qu'on a des exemples de clubs qui reconstruisent, qui sont allés chercher ce gros... Puis là, c'est plus qu'un gros vétéran, mais un joueur d'impact en fin de carrière pour aider les plus jeunes?
Ben, vois-tu, c'est difficile à répondre, puis je vais te dire pourquoi. Parce qu'habituellement, les joueurs rendus en fin de carrière, comme Sidney Crosby, ils sont pas aussi bons que Crosby l'est encore. Alors, des fois, on va aller chercher des vétérans pour aider les jeunes. Exemple, un joueur étoile, Corey Perry, qui s'est envenu à Montréal à un moment donné. Mais Corey Perry n'était pas mauvais, il est encore pas mauvais, mais il n'était pas aussi productif qu'à ses belles années. Donc, c'est très, très difficile de... Puis, tu sais, Raymond Bourque, on en a parlé, c'était un complément à l'Avalanche. L'Avalanche avait déjà un gros club, la reconstruction était terminée. Alors, il faudrait faire des recherches. Mais après, ma barre, ça serait quand même un peu, en tout cas pour moi, là, un genre de précédent. Wayne Gretzky était plus jeune quand il est arrivé à Los Angeles. Ils se sont rendus en finale. Wayne Gretzky avait 27 ans. Ouais. C'est 10 ans de moins. Presque 11. C'est 10 ans de moins. Ouais. C'est ça. Alors, c'est pas du... Oui, c'est ça, c'est 11 ans même. Parce que Crosby va avoir 38. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas la même chose. Puis, tu sais, t'as Mark Messier qui est arrivé aux Rangers à un moment donné. Ah. Ils ont gagné la Coupe. Oui, mais ça Mark reconstruisait Messier pas. avait une trentaine d'années. Mais il y avait une trentaine d'années, mais les Rangers ne reconstruisaient pas. Fait que, tu sais, c'est très, très rare. Tu sais, tu regardes les équipes qui ont construit et qui ont gagné. Les Penguins de Pittsburgh, dans les 15 dernières années, quand ils ont construit, ils ont pas fait ça. Les Blackhawks de Chicago sont allés chercher Marian Hossa. Marian Hossa, il était encore dans la Force de dans la l'âge. fleur de l'âge. Ouais. Oui, c'est ça. Crosby, il est encore bon, mais il a 38 ans. Là, puis à un moment donné, ben, le temps rattrape tout le monde, on le sait, même les meilleurs. Los Fait Angeles. que ça serait particulier. Ça serait particulier. Aimerais-tu ça pareil, toi, là, même si on connaît tes allégeances, là? Regarde, en tant que maniaque de reconstruction, le maniaque de reconstruction à moi va dire non, mais avec beaucoup moins de réserve, peut-être que dans une autre situation, si c'était un autre joueur, une autre cuvée. Comme je t'ai dit, il y a beaucoup de plus à avoir Sidney Crosby. Il y a Ivan Demidov qui arrive, puis je pense que c'est pour ça. Alors, je te dirais oui. Voir Crosby et Demidov pendant 2 ans, oui, ça serait bien. Puis, est-ce que tu penses que Crosby a de l'intérêt pour Montréal? Regarde, on entend toutes sortes de choses. Son père a été repêché par le Ouais. Canadien. Il était peut-être fan de l'équipe quand il était jeune. Tu sais, ça, c'est des trucs... Tu sais, c'est pas des lubies, là, mais Ouais, c'est quand ouais, même je des comprends. spéculations Ouais. qu'on fait entre fans, entre journalistes, entre podcasters. Tu sais, on n'est pas dans le salon de Sidney Crosby à discuter avec lui. Non. Mais est-ce que ça serait peut-être plus possible d'avoir Crosby que un autre joueur dans la même situation? Ben, peut-être que oui. Sidney Crosby a joué dans la Ligue junior majeure du Québec. Il y a quand même une familiarité. Exact. Donc, même si ça fait 22 ans, il y a quand même une familiarité. Alors, non, c'est pas improbable. Là. C'est pas une lubie, là, vraiment, tu sais, à dire, OK, sinon je te le dis, Mathias, je t'aurais dit, je veux pas faire ce sujet-là si Ouais. il y avait pas Non, ça un peu. écoute, je suis même agréablement surpris. Écoute, on va rappeler quand même, pour ceux qui ne le savaient pas, Troy Crosby, gardien de but, a été repêché par le Canadien, je pense que c'est au 12e ou 14e tour. À l'époque, il y avait beaucoup de rondes. Malheureusement pour Troy, c'était en 1984. Et cette année-là, au 3e tour, ben, le Canadien a repêché un autre gardien qui s'appelle Patrick Roy. Le timing n'était pas bon. Oui, Troy Crosby, d'ailleurs, qui a vécu 2 ans à Montréal parce qu'il jouait pour le junior de Verdun, le Canadien junior de Verdun à l'époque, de 83 à 85. Et en 85, l'équipe avait remporté la Coupe du Président. Fait que c'était quand même une belle époque pour le hockey junior à Montréal. Et M. Crosby père en avait fait partie. Et là, à cette époque-là, rafraîchis-moi la mémoire, c'était qui les gros joueurs du junior? Pat Lafontaine, étais-tu là ou ça... Non, c'est l'année d'après, mais il y a eu Jimmy Carson, dont on a déjà parlé dans le podcast, qui a joué là. Et puis, il y a eu Claude Lemieux, qu'on connaît bien ici. Bon. Alors, c'était les 2 têtes d'affiche là, de l'équipe. Là, il y a notre ami Pag qui a passé des belles soirées au Rocket, hein, qui suit ça de près. On suit ça de près, évidemment. Deuxième carré d'as depuis 2010. Il y a eu 2022 aussi. Qu'est-ce que as-tu certaines conclusions à tirer du fait que justement le Rocket soit parmi les 4 dernières équipes dans la Ligue américaine?
Bien, considérant qu'ils ont remporté le championnat de la saison, c'est pas surprenant. Mais des fois, dans la Ligue américaine, c'est trompeur parce que tu peux avoir une très bonne équipe, puis à un moment donné, les joueurs sont rappelés, puis ton équipe, après ça, elle chute. C'est exemple, mettons, le Canadien était en série, puis il avait rappelé leurs 3 meilleurs joueurs, bien, le Rocket ne se prête pas dans cette position-là. Mais non, le Rocket est une équipe quand même qui est bien équilibrée dans le sens que, oui, on développe des jeunes, mais on a quand même des vétérans qui aident l'équipe à gagner, ce qui est absolument essentiel dans la Ligue américaine si tu veux gagner la Coupe Calder. Tu ne peux pas juste gagner avec des jeunes, mais en même temps, tu ne veux pas juste avoir des vétérans dans les postes clés parce que sinon, oui, le premier trio, c'est des vétérans, mais les jeunes ont quand même suffisamment de glace pour se faire valoir. Alors, les linebackers, les Adam Engstrom, petit joueur que j'ai souvent mentionné depuis un an et demi que j'aime beaucoup, je garde toujours espoir, qui joue dans la LNH. Puis, bien, écoute, ça aide les Florian Jacquet, Owen Beck et compagnie à se développer. Est-ce que nécessairement on va tirer une conclusion que gagner la Coupe Calder t'amène à la Coupe Stanley éventuellement? Bien, non, parce que je serais très surpris qu'il y ait beaucoup de joueurs du Rocket en ce moment qui donnent une forte contribution aux Canadiens. Le jour où le Canadien, disons, serait dans le corridor de la LNH, il va y en avoir. Mais je pense pas qu'il faut s'attendre à ce que les gars de 25, 27, 28 ans soient là. Mais bon, écoute, c'est bon pour les fans à Laval, c'est bon pour l'organisation. Et puis, je sais qu'il y en a qui ont critiqué le fait que Jacob Fowler a joué l'autre jour, et puis parce qu'il n'a pas connu un bon match. Mais notre collègue Anthony Desaulniers a dit sur le réseau X que les ordres étaient venus d'en haut. Et puis, moi, j'aime bien ça, parce que une direction, quand elle veut développer des joueurs, il faut peut-être un moment donné qu'elle impose des choses à son entraîneur de la Ligue américaine. Puis j'ai l'impression, des fois, en regardant comment c'est coaché dans cette ligue-là, qu'il y a des équipes qui ne le font pas. Je prends l'exemple de l'équipe de Loveland, les Eagles du Colorado, qui est la filiale de l'Avalanche. Ouais. Le coach là-bas fait à sa tête et l'Avalanche n'est pas capable de développer des joueurs. Alors ici, si on a donné un ordre à Pascal Vincent de faire jouer Fowler, moi, je trouve ça bien, parce que j'aime mieux qu'un coach se fasse un peu superviser qu'un coach qu'on va laisser à lui-même, puis à la fin de l'année, bien, on va lui dire « Ah, ben écoute, tu n'as pas fait la job, tu es congédié. » Alors moi, j'aime mieux une synergie comme ça entre la direction et le coach. Alors même si la décision a mal tourné pour ce match-là, Fowler, il a besoin de jouer en série, il a besoin de se développer. C'est plus important que de voir jouer Kaden Primo tous les matchs. Ceci étant dit, Kaden Primo, il s'en contredit le gardien numéro 1 en ce moment, puis je pense que plus on va s'approcher de la Coupe Calder, plus Primo va jouer. Tu vois, je préfère le mot synergie à ordre. Je pense que c'est plus une synergie, une direction qui suggère, qui dit, garde, tu le sais qu'on est là pour développer, on a un bon jeune, puis Pascal Vincent est assez brillant pour comprendre aussi la philosophie de l'équipe, là. Oui, comme on a vu dans Moneyball, par exemple, des fois, c'est des ordres aussi. Oui, quand tu as des coachs... Ils ne font pas l'affaire du gérant. Jusqu'à où vous pensez qu'il faut lire là-dedans pour le reste de l'alignement? Par exemple, si on décide de ne pas faire jouer Philippe Méchard, est-ce qu'il faut lire plus loin entre les lignes ou ça concerne que les gardiens dans ce cas-ci? Je vais répondre, si tu me permets, Simon, en premier. Méchard, qui est rendu à 21-22 ans, qui n'est pas capable d'être du niveau de la Ligue américaine en série avec ses performances en saison régulière. Ça fait quelques années déjà qu'on le mentionne. Là, pour ceux qui n'étaient pas sûrs encore, c'est un choix raté, là. Il n'est plus à développer. Kidney n'est plus à développer, là. Rendu à cette étape-là, regarde, non, il n'y a pas d'espoir là, Simon. Bien, si c'était un défenseur, je te dirais, attends encore une autre année. Ouais. Mais un attaquant, normalement, à 20 ans, là, il est supposé faire sa place. Je le sais, il y a des exceptions. On peut aller sur HockeyDB, on peut en trouver 3-4. Mais Méchard, là, vraiment, il n'a pas démontré rien. Tu sais, des fois, c'est pas juste les statistiques. C'est que tu regardes le gars et tu te dis, est-ce qu'il mérite sa place dans l'alignement? Il ne la mérite pas en ce moment. Alors, tu as beau vouloir développer un jeune dans un contexte de série, est-ce que tu vas nécessairement nuire à ton équipe en lui faisant prendre la place de quelqu'un qui joue mieux? Parce que les autres espoirs, bien qu'ils n'aient pas tous un grand avenir, jouent mieux que lui en ce moment. Est-ce que l'an prochain est une saison décisive? Bon, ça va être la deuxième année de son contrat d'entrée. Mais si l'année prochaine, Méchard n'est pas capable de faire le saut puis de marquer un 20-25 buts, on oublie ça. Moi, je l'ai déjà rayé.
Mais à ce moment-là, pour moi, il est au stade de s'il progresse, ce sera une agréable surprise. Bon. Dis-moi, on va jouer un petit jeu, Simon. On regarde la formation du Rocket, puis on le sait à chaque année. On en parle depuis, regarde, les débuts de processus, comment il n'y a pas tant de joueurs qui percent de façon notable. Disons, ton joueur dans tes 9 premiers attaquants, top 4 défensif ou gardien numéro 1, ceux que tu dirais plutôt probables, et ensuite, dans un deuxième temps, s'il y en a, peut-être, mais pas convaincu. Là, on parle de top 4, top 9. Ouais. Ce qui est une grosse différence entre troisième paire et troisième trio. Ben OK, allons-y, top 6. Non, mais je pense que tu me vois venir avec ça. Je suis sûr que tu me vois venir. Dans le sens que, tu sais, j'ai déjà parlé de Mailloux comme troisième paire. J'ai déjà parlé de Winbeck comme quatrième centre. Alors, si on parle de top 9 et top 4, non. Alors, voici. Top 4, David Randbacker, extrêmement probable, selon moi. Jacob Fowler, gardien de la Ligue nationale, extrêmement probable, même si ce n'est pas pour demain. Oui. À part ça, écoute, j'aime bien Adam Engstrom, mais je pense que si Adam Engstrom fait la LNH, ce sera plus comme défenseur numéro 5 ou 6. Florian Jacquet, c'est peut-être la carte cachée, dans le sens que, pour moi, c'est quatrième trio, Jacquet, mais des fois, on peut avoir des surprises, parce que le gars a quand même 24 buts à 20 ans à sa première saison dans la Ligue américaine, puis c'était pas des buts chanceux non plus. Alors, d'après moi, 21 Joshua buts. Roy, je pense. 21 24 buts. buts, oui. Non, 21 buts à ses 43 derniers matchs de saison régulière. Oui, en plus, ça a bien fini. Alors, encore là, je ne suis pas prêt à le mettre sur un top 9 encore, mais ses chances de jouer dans l'NH ont certainement augmenté par rapport au mois de septembre. Autant comme celles de Joshua Roy ont baissé. Parce que Joshua Roy, je ne sais pas si c'est un joueur de quatrième trio. Joshua Roy doit jouer sur un troisième trio. Lui, deuxième saison déjà dans la Ligue américaine. Il rappelle, cette année, ça n'a pas très bien été à Montréal. Dernière année de contrat l'an prochain. Ce sera à lui, au camp d'entraînement, de profiter de la chance qu'il va avoir parce qu'il y a quand même des joueurs qui vont quitter le Canadien. Tu sais, le Canadien n'est pas nécessairement super bien nanti dans son top 12 d'attaquants. Alors, il va y avoir des postes disponibles. Ceci étant dit, pour moi, ça s'arrête là. Ce que tu es en train de me dire, Simon, quand même, c'est intéressant, c'est que ton meilleur espoir à l'attaque à Laval, pour toi, en ce moment, c'est Florian Jacquet. Oui. C'est bizarre, oui. Oui, parce que... Si tu m'avais dit ça le 26 septembre, on est le 26 mai aujourd'hui, si tu m'avais dit ça le 26 septembre, je me serais demandé qu'est-ce que tu avais mis dans ma bouteille d'eau, Mathias. Wow. Puis au repêchage? Quand il a été repêché? Oui. Ben, moi, je voyais un joueur peut-être un peu dans le moule de son frère, mais attaquant, avec une très mince chance de faire un quatrième trio un jour. Wow. Mais tu vois, c'est les joueurs qui tiennent le bâton puis qui ont le don de nous surprendre. Voilà, mais on va voir l'an prochain qu'est-ce qui va arriver. Je pense qu'il y a besoin d'une autre saison à Laval quand même, parce que c'est pas un joueur parfait. Puis des fois, tu sais, il y a des années où tu as un... Tu sais, quand on dit là, tout rentre, là, ouais. Ça arrive des fois pour des joueurs. Alors, on va attendre un petit peu, étant donné qu'il n'y a pas une feuille de route éblouissante. Alors, moi, je me garde toujours une réserve avant de proclamer ces gars-là des NHLers assurés. Ouais. Mais ça serait quand même une belle surprise qui compenserait, exemple, pour le choix de Méchard. Puis à 6 pieds 4 pouces, 210 livres, ben il y a d'autres atouts aussi. Tu as besoin de ça. Je sais que c'est un cliché, tout le monde le dit en ce moment. Tout le monde le dit à chaque année quand on regarde des séries rendues au mois de mai. Ça prend des gros joueurs habiles. Exact. Merci, Simon. Hey, les gars, est-ce que je peux-tu revenir sur le sujet Crosby un peu? Je sais que c'est pas coutume de revenir dans un sujet qui est déjà terminé, mais c'est juste que je sens qu'on n'a pas épuisé le sujet parce qu'on n'a pas eu l'opinion de Mathias, je trouve, dans l'acquisition d'un Sidney Crosby. Ah, ben écoute, c'est moi qui l'ai avancé, c'est moi qui ai proposé le sujet. Moi, je pense que c'est une bonne idée dans une cuvée qui est plus faible
j'irais pas donner 4 choix de premier tour, puis Michael Age, comme à un moment donné, on a vu un délire. Si Crosby décide qu'il y a une destination favorite et que c'est Montréal, déjà, ça avantage le Canadien. Et moi, pour 2 choix de premier tour, et peut-être un espoir de deuxième plan ou un espoir qui m'emballe moins, pour les 2 années que Crosby va donner, comme Simon disait, pour l'impact qu'il peut avoir sur les jeunes, pas pour amener la Coupe Stanley à Montréal, parce que je pense pas que c'est réaliste malgré l'arrivée de Crosby, mais pour tout ce qu'il va apporter, pour des fins marketing en plus, je pense que ça en vaut la peine. Moi, la clé, Mathias, en conclusion, c'est pas tellement pour les jeunes des Midov. Exact. Ouais. Ben, imagine, je pense qu'Hudson aurait du fun avec Crosby aussi en passant. Oui, ça enlèverait de la pression sur Nick Suzuki aussi. Oui, exactement, tu vois. C'est ça, c'est un effet domino, là. Super. Merci, les gars. Merci. Processus. You win! Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Deuxième bloc, le Snake en liberté. Simon, tu es en liberté à Rimouski. J'imagine que tu as beaucoup de fun jusqu'à maintenant avec les matchs de la Coupe Mémorial. Alors, par quoi tu veux commencer ta période de liberté? Bien, je vais me concentrer surtout sur la Coupe Mémorial, mais je voulais quand même aborder peut-être une couple de sujets rapidement. Que serait le segment Snake en liberté sans des nouvelles de Trevor Connolly? Ah! Tiens! Trevor Connolly a été échangé dernièrement à une équipe d'expansion, les Vees de Penticton, dans la Ligue de l'Ouest. Et ça n'a pas dû être fait pour rien. J'imagine que Vegas a dû avoir son mot à dire là-dedans. Trevor Connolly a signé son contrat à la surprise de plusieurs, après 1 an seulement dans la NCAA, une saison qui a été vraiment écourtée à cause des blessures. Il a joué seulement 30 matchs là, en tout, si on inclut le tournoi junior et les séries de la NCAA. Et puis là, qu'est-ce qui arrive avec lui? Il est allé jouer 6 matchs dans la Ligue américaine. Moi, je trouve qu'il a très bien joué. C'était vraiment le joueur le plus talentueux des Silver Knights, là, qui était quand même pas une très bonne équipe. Sauf que Trevor Connolly, il n'a pas pris de muscle cette année. Je ne sais pas si c'est à cause de sa blessure, je ne sais pas, mais il n'a pas pris de muscle. Il est encore très longiligne et il est très, très facile à renverser. Il a été souvent sur le derrière dans la Ligue américaine et je ne sais pas si physiquement il est prêt à 19 ans pour les rigueurs de cette ligue-là. C'est peut-être génétique hockey, aussi, hein? C'est la fête des pères qui approche, non? Elle est bonne, c'est vrai. Oui, elle est bonne, Mathias. Alors, ça serait quand même logique qu'il aille jouer dans la Ligue junior de l'Ouest pendant 1 an, avant finalement de faire le saut. Mais je pense pas que ça soit une preuve qu'il a mal joué dans la Ligue américaine. C'est simplement que physiquement, d'après moi, il n'est pas prêt. Et, ensuite, deuxième petit... Attends, Oui, juste pour vas-y. Connolly, là, est-ce que tu connais la subtilité des règlements dans ce temps-là? Est-ce qu'ils auraient le droit, par exemple, étant donné qu'il n'a pas été repêché des rangs juniors, d'être rappelé dans la saison? Ou comment ça fonctionne? Non, la minute qu'un joueur est dans le junior, il est dans le junior. OK. Ça, tu ne peux pas le rappeler pendant la saison à moins d'une urgence. La seule affaire qui n'a pas été définie encore, c'est s'il aurait le droit de retourner dans la NCAA. Et ça n'a pas été défini lorsque le règlement a été modifié plus tôt cette saison. C'est encore en suspens. J'ai vérifié la semaine dernière. OK. Deuxième petit sujet. J'ai vu dans les commentaires YouTube qu'il y avait des gens qui étaient fascinés que je me souvienne de la date de naissance de Connor McDavid par cœur, soit le 13 janvier. Et je vais vous dire pourquoi j'ai beaucoup de facilité à retenir les dates de naissance. C'est parce que pour moi, quand je fais l'analyse d'un joueur, c'est super important. Beaucoup plus que de savoir s'il lance de la gauche ou de la droite. Alors, si on faisait un concours en ce moment, puis qu'on me demandait qui est droitier, qui est gaucher, ou quelle est sa date de naissance, je pense que je gagnerais plus dans les dates de naissance. Ah. Pourquoi? Parce que c'est tellement important pour un joueur. Tu sais, un joueur, par exemple, qui est né le 10 septembre, il est à 5 jours près ou 6 jours près d'être
admissible au prochain repêchage. Donc, il serait le plus jeune joueur de sa QV par rapport à un joueur, exemple, qui est né le 20 septembre et qui, lui, va être pratiquement un an plus vieux que les joueurs plus jeunes de cette QV-là. Et est-ce que c'est un avantage ou un désavantage? Qu'est-ce qui est un avantage? Qu'est-ce qui est un désavantage? Je pense que les recruteurs accordent de l'importance à la date de naissance et les joueurs qui sont nés en juillet, en août, en septembre, oui, ça attire l'attention. Matthew Schaefer, il est né à la fin août et je suis sûr que c'est un facteur. Quelle date? Je crois que c'est le 29 août. Puis moi, ma fête, c'est quand? Toi, c'est le 12 décembre 1968. C'est bien bon. Gaucher ou droitier? Moi, je pense que c'est pas, droitier, gaucher? Mathias. Gaucher. C'est gaucher. OK, mais j'ai pris un guess. Quand même. Bon, coupe mémoriale maintenant. Un bon spectacle à date. 3 matchs serrés. Le Sandy de Rimouski en a perdu 2, mais ils vendent vraiment chèrement leur peau. Mais moi, un commentaire général que je peux faire sur ces 3 matchs. Le hockey junior a beaucoup changé depuis 30-40 ans. On joue maintenant ces matchs-là dans un style de la Ligue nationale. C'est-à-dire, les matchs sont très serrés. On attend les équipes adverses 4 à la ligne bleue. London fait ça, Moncton a fait ça, tout le monde fait ça. Et c'est pour ça qu'on a des scores qui sont relativement bas. Et en plus, les gardiens sont beaucoup meilleurs. Alors, on aimerait ça peut-être voir un petit peu plus de montée spectaculaire. On aimerait ça voir Sam Dickinson transporter la rondelle d'un bout à l'autre de la patinoire. Mais il n'y a pas de place pour lui, alors il ne l'a pas fait. Si on passe un peu là, les joueurs importants, S'il te plaît. un après l'autre. Oui. Alors, je viens de parler de Dickinson, qui a un tournoi moyen. Je te dirais qu'il y a d'autres défenseurs qui ont été meilleurs que lui à London. Et il y en a un là-dedans qui est vraiment intéressant. C'est Jared Woolley. Jared Woolley, pour ceux qui regarderont les matchs là, d'ici la fin, c'est un gars, c'est le numéro 51. Puis c'est un joueur à surveiller en ce sens que c'est un choix de 6e ronde des Kings de Los Angeles. Et le gars, il coupe des passes, il bloque des lancers, il met des joueurs en échec, il sort la rondelle de la zone, il fait des belles passes. Il est meilleur que Dickinson depuis le début du tournoi, les 2 premiers matchs que j'ai vus. Et là, ça revient aussi à ce dont j'ai déjà parlé. Les Knights de London, à 16 ans, 17 ans, ne font pas jouer beaucoup leurs joueurs admissibles au repêchage autant que d'autres équipes. Alors, il y a des joueurs qui sont peut-être moins vus par les recruteurs, qui ont moins de temps de glace. Et là, on se dit, tu sais, on l'a vu, Robert Thomas a été choisi. Robert Thomas, s'il joue dans une autre équipe, il est probablement un choix top 10. Luke Evangelista est probablement choisi bien plus haut que la 2e ronde où il a été sélectionné. Donc, à London, c'est vraiment une caractéristique de cette équipe-là de faire jouer les vétérans parce qu'ils ont presque tout le temps une grosse équipe et on développe les joueurs de temps en temps, tranquillement. Alors, Jared Woolley, je ne serais pas surpris qu'un jour il joue pour les Kings de Los Angeles. Ça serait un vol de 6e ronde. Madison Hatt, maintenant. Madison Hatt, que j'ai vu un match à date. Évidemment, malgré qu'il y ait des joueurs comme Andrew Basha, Kaden Lindstrom n'a pas joué en passant. Tous les yeux sont tournés vers Gavin McKenna. Qu'est-ce que Gavin McKenna va faire? Gavin McKenna a été excellent. C'est un gars qui est extrêmement intelligent. Chaque fois qu'il est sur la glace, il se passe quelque chose, particulièrement en zone adverse. Il tourne sur un dizaine. Il fait des passes à l'aveuglette qui réussissent. Il est toujours là. Il a marqué un très beau but en échappé. Il a un très bon lancer. Mais il n'a pas réussi, ou je ne sais, il peut le faire ou il ne peut pas le faire, mais le petit quelque chose que McDavid a, là, de faire des jeux à pleine vitesse, McKenna ne l'a pas. C'est pour ça que j'ai toujours mis McKenna une coche en dessous de McDavid. Alors, c'est plus un joueur, disons, de finesse. Il a quand même un beau coup de patin, il est capable de jouer des joueurs, mais c'est pas le gars nécessairement qui va transporter la rondelle d'un bout à l'autre comme McDavid le fait avec 2 joueurs sur ses épaules. C'est sûr qu'il a seulement 17 ans. Dirais-tu qu'il se rapproche plus de Patrick Kane que de McDavid?
Oui, le style de jeu, oui, probablement plus Patrick Kane. Je ne dénigre pas là, en disant ça. C'est juste que peut-être pas la capacité de McDavid de faire des jeux à pleine vitesse, mais qui a eu cette capacité-là dans l'histoire du hockey? Les Wildcats de Moncton, évidemment, Caleb Desnoyers. Barry Trotz était dans la foule. Alors, on peut s'imaginer que M. Trotz est là pour observer Desnoyers. Est-ce que Desnoyers va être encore là lorsque Nashville va choisir? Rien n'est moins certain. Parce que Desnoyers est vraiment impressionnant. On en a déjà parlé. Desnoyers, c'est pas le gars qui va faire des jeux absolument spectaculaires, électrisants, mais c'est un joueur qui est extrêmement intelligent. Il fait toujours ou presque le bon jeu. Et pour moi, la marque d'un bon joueur de centre. Et je ne serais pas surpris qu'il devienne le meilleur joueur québécois depuis longtemps. Alors, à date, il ne déçoit pas. Ce soir, il affronte Gavin McKenna. Bien hâte de voir ça. Mais il n'y a certainement pas déçu Trotz et les autres recruteurs des équipes qui vont choisir tôt, qui étaient là l'autre soir. Moi, d'après moi, il ne dépasse pas Utah au 4e rang. Nashville, c'est quoi? C'est 7 ou 8? C'est pas 6, Mathias, Nashville? Ah, 6, OK. Mais moi, je pense aussi, comme toi, que Utah 6 va... ou 7, oui. OK. As-tu vu d'autres directeurs généraux? Ouais. Ben, j'ai vu... écoute, je suis concentré sur les matchs. Là. Barry Trotz, j'ai vu des gens du Canadien qui étaient là, mais j'ai pas... tu sais, là, je suis concentré sur la glace beaucoup plus que sur les estrades et la galerie de presse. Tu m'as dit que Martin Lapointe était là avec Vincent Riendeau, qui est le spécialiste des gardiens. Est-ce qu'il y a des gardiens dignes d'intérêt à la Coupe Mémorial? Bien, je te dirais que, justement, c'est drôle parce que je m'en allais là à parler de l'Océanique. L'Océanique de Rimouski, il y a un joueur très intriguant, c'est le gardien de but Mathis Langevin. Il n'était pas supposé être là, dans le sens qu'il était supposé être le réserviste, mais finalement, c'est lui qui a joué en série, puis qui joue en Coupe Mémorial. Il joue très bien, particulièrement le match de dimanche soir où il a été fumant contre London. C'est un gardien de but 6 pieds 4 qui n'a pas été repêché l'année dernière, mais qui, cette année, d'après moi, va être repêché. Je ne sais pas quelle ronde, mais tu peux être sûr que quand ma liste de joueurs top 9, top 4 serait finie, je commencerai à me concentrer sur les gardiens de but. C'est sûr que je jetterai un coup d'œil sur lui. Peu importe que le Canadien est Jacob Fowler ou non, ça n'a aucune importance. Des gardiens, tu dois en repêcher à la tonne. Et puis, Mathis Langevin, c'est un bon pari à prendre, considérant là, la performance qu'il donne en ce moment. Et on parle d'un gars qui ne parle pas d'un gars de 19 ans, on parle d'un gars de 18. Ah, intéressant. Alors c'est pas mal ça, mes observations sur la Coupe. Ça se poursuit, il reste encore 3 matchs, puis ensuite les demi-finales, finales, et lundi prochain, on va se faire une récapitulation du tournoi. Bien malien, celui qui peut prédire qui va gagner le tournoi. London est la meilleure équipe, mais London n'a pas, tu sais ce qu'on appelle en anglais un game breaker, là, quelqu'un vraiment qui peut changer l'allure du match. Ils sont des très bons joueurs, mais ils n'ont pas un joueur comme ça. Alors, il n'est pas dit que London va gagner. Rien n'est gagné en ce moment pour personne. Bon, puis tu vas récapituler lundi soir prochain dans notre nid douillet, dans notre petit studio bien tranquille. Quoique, on est content de t'avoir sur place, à Rimouski, à la Coupe Mémorial, avec, on ne voit pas l'aréna derrière toi, mais on sent qu'il est tout prêt. Puis, d'ailleurs, toi, dès que tu as terminé l'enregistrement, tu t'en vas voir McKenna contre Caleb Desnoyers. Merci, Simon. Trust the process. Trust the process. Alors, Simon, on est rendu à la portion de l'émission. Tu vas nous parler de tes 4 espoirs en prévision du repêchage de la Ligue nationale en juin. On en est rendu où exactement? Bien, cette semaine, je vais parler de 3 joueurs susceptibles d'être choisis en première ronde, mais je vais dévoiler une carte cachée. C'est-à-dire un joueur qui, d'après moi, devrait être classé en première ronde, mais il ne l'est pas et ne sortira probablement pas en première ronde. Okay. Alors, je commence avec lui, mais moi, c'est un coup de cœur. Je vais essayer de décortiquer pourquoi il n'est pas classé plus haut, mais moi, ça me renverse qu'il ne soit pas là. C'est Cooper Simpson. Tu te souviens, l'année passée, Mathias, j'avais parlé dans mes cartes cachées d'un certain William Zellers,
Ouais. qui a été choisi par Colorado et qui a finalement été échangé à Boston dans l'échange de Charlie Coyle. Et c'était un joueur d'école secondaire américaine. Alors, je reviens cette année avec une autre école de joueurs secondaires américaine, Cooper Simpson. Cooper Simpson a joué dans l'État du Minnesota, qui est un État de hockey extrêmement intéressant, extrêmement fertile, une terre fertile pour les joueurs américains. Et surtout, le gars a disputé 9 matchs en fin de saison dans la USHL. Il a marqué 7 buts. Alors, Cooper Simpson, c'est un joueur de centre de 6 pieds 180 et qui lance la gauche. Ça, tu vois, j'ai fait mes devoirs là-dessus. Merci. Oui, je sais que c'est bon quand on décrit les joueurs. Et je te dirais que s'il avait joué avec des meilleurs joueurs dans la USHL quand il a terminé, il aurait obtenu encore plus de passes. Parce qu'en plus d'être un buteur, c'est un gars qui est excellent pour être la locomotive d'un trio. Alors, en plus d'être buteur, il est bon passeur. Et puis, il s'en va jouer l'année prochaine dans la Ligue de l'Ouest avec les Giants de Vancouver pour 1 an. Et ensuite, il va s'en aller à l'Université North Dakota en 2026. Donc, un parcours extrêmement intéressant pour progresser. Il passe de l'école secondaire à la USHL, à la Ligue de l'Ouest, à l'université. Et puis, c'est un gars qui, comme je t'ai dit, qui est capable autant de passer que de lancer, même si sa marque de commerce, c'est plus son lancer. C'est un gars qui est capable d'enlever la rondelle à ses adversaires, pas nécessairement un grand batailleur le long des bandes, là, parce que c'est pas son travail. Mais la seule raison, d'après moi, qui est le fait qu'il soit classé, je crois, 74e par la centrale de recrutement de la LNH, c'est parce que jouer dans une école secondaire et dans les écoles secondaires américaines, c'est vraiment difficile de juger du calibre de jeu. Tu sais, tu sais pas, un gars va avoir une fiche ronflante, mais il a affronté qui? Et puis, je pense qu'il y a des équipes qui ont déjà été brûlées avec ça. Puis, on est un petit peu plus frileux. Mais je suis pas mal convaincu que si Simpson avait joué dans la USHL toute l'année, il aurait probablement été un choix de probablement entre 20 et 30. Et en fait, je ne sais pas où est-ce que je vois. Oui? J'imagine que tu connais sa date de naissance par cœur. Il est né en... Je sais qu'il est né en février 2007. Bon. Mais je ne connais pas la date par cœur. Il est né en février. Alors, à retenir, Cooper Simpson. Le joueur suivant dont je vais parler, c'est Ben Kindell. Ben Kindell, c'est un joueur de centre qui joue dans la Ligue de l'Ouest, qui mesure 5 pieds 10. Et puis, c'est le gars qui a obtenu le 2e plus haut total de points chez les joueurs juniors canadiens, admissibles au repêchage pour la première fois. Il a obtenu 99 points. Alors, il est seulement 2e derrière Michael Misa. C'est un gars qui est, pour un gars qui est pas très grand, selon les standards des joueurs de centre de la Ligue nationale. Il n'a pas peur. Il a une belle vision du jeu. Il est capable de bien patiner. Et puis, il voit bien la glace. Parce que son physique problème, ça ne lui nuira pas, dans le sens qu'il pourrait certainement être un joueur d'alignement pour une équipe de la LNH. Est-ce qu'il va jouer à l'aile? Est-ce qu'il va jouer au centre? Je ne sais pas encore. Mais je pense que c'est quand même le centre. Souviens-toi, quand Nick Suzuki est arrivé, il y en a qui parlaient peut-être de l'envoyer à l'aile. Alors, je ferai un petit peu une comparaison comme ça. On l'a laissé au centre et puis ça a bien tourné. Alors, je verrais un peu un genre de joueur comme ça, mais pas aussi bon là, que Suzuki. Sauf que c'est un joueur qui est très cérébral. Alors, bon joueur de milieu d'alignement. Est-ce que je le choisirais au 16e ou 17e rang? Je ne suis pas sûr. Je vais probablement l'avoir un petit peu plus loin. Mais c'est un gars qui devrait sortir probablement dans les 25 premiers. OK. Ensuite, le suivant. Le défenseur Radim Mertka. Oui. Mertka, on en a déjà parlé un peu plus tôt. C'est un gars qui est arrivé de l'Europe alors que la saison de hockey junior était déjà commencée. Il s'est retrouvé dans la Ligue de l'Ouest. Et puis là, il a commencé à grimper dans les classements. Il y en a même qui le voient top 10. À la rigueur. Et puis, défenseur droitier de 6 pieds 6, c'est toujours quelque chose qu'on recherche. Sauf qu'en ce moment, il pèse à peu près 200-210 livres, donc il est
c'est encore très longiligne. Il n'est pas vraiment bâti comme il va l'être à 25 ans. Alors, le jeu physique n'est pas nécessairement son atout en ce moment. Sauf que c'est un gars qui prend énormément de place sur la glace. C'est un gars qui joue cependant de façon assez conservatrice. Est-ce qu'il peut jouer sur un jeu de puissance dans la LNH? Je ne crois pas. Est-ce que c'est un gars, cependant, qui pourrait jouer sur un top 4? C'est possible, mais moi, je le vois beaucoup plus près d'être un numéro 4 que d'être un numéro 1. OK. Mon opinion de ce gars-là, c'est qu'il est surestimé. Je ne sais pas où je vais le classer encore, mais par défaut, cette année, il n'y a pas beaucoup de bons défenseurs. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, il va sortir tôt parce qu'il y a une équipe qui va vouloir un défenseur. Mais moi, en tout cas, moi, je ne suis pas sûr qu'il m'intéresserait. Peut-être rendu au 17e rang si tout le monde est parti, mais certainement pas dans le top 10-12. OK. Alors, le dernier joueur dont je vais parler aujourd'hui, c'est Malcolm Spence. Malcolm Spence, c'est un joueur de l'Ontario qui s'en va jouer dans la NCAA l'année prochaine. Dans le cas de Spence, c'est un late. Moi, c'est un joueur... C'est le genre de joueur que j'aime plus ou moins analyser parce qu'il y a des soirs, tu le regardes puis tu as l'impression que ça va être un choix top 10. Puis il y a des soirs, tu le regardes puis tu te dis, je le prendrais même pas en deuxième ronde. Oh. Alors, lequel Malcolm Spence va se lever? C'est quand même un gars de 6 pieds 1, 200 livres qui a quand même fait il a quand même fait 73 points cette année. Alors, même si c'est un late, il a quand même 32 buts, plus qu'un point par match. Mais encore là, c'est ça le repêchage 2025. C'est tous des joueurs que les recruteurs vont choisir tôt. Mais à un moment donné, il faut que tu choisisses. Tu sais, à un moment donné, tu choisis 14e, 15e, qui tu prends. Il y a des bonnes chances que tu prennes un gars dont tu n'es pas sûr. Ouais. Mais à un moment donné, tu prends qui? Tu sais, on en a déjà parlé quand on a analysé la QV pour 16-17. Tu espères vraiment qu'un joueur glisse. Parce que tu vois, un gars comme Spence, son niveau de compétition, il va et vient. Quelqu'un va le prendre, c'est sûr, mais il fait partie encore là des joueurs qui risquent de décevoir. Fait que tu vois, cette semaine, c'est quand même comme ça. Hein? La QV, j'ai choisi ces joueurs-là pour le démontrer. Mais c'est pour ça qu'un gars comme Cooper Simpson, moi, je préférais prendre une chance à repêcher un Cooper Simpson plus haut que de prendre un Malcolm Spence qui risque de me décevoir. Merci, Simon. Trust the process. Trust the process. On évoque les 3 questions, Simon. On commence avec Kevin Gagné. Carter Bear est pourtant un late dans le junior canadien. Est-ce qu'il serait un choix de première ronde si on se fiait seulement à sa 2e saison à 17 ans? Une des raisons pour laquelle j'aime faire processus, il y en a des questions challengeantes. Et c'est vrai que j'ai souvent dit que j'étais pas un fan des late, mais là, j'arrive avec... Puis aux yeux des auditeurs, ben, ça n'a pas l'air d'être un problème. Ouais. Et non, c'est pas un problème, et je vais expliquer pourquoi. Je vais faire une petite comparaison Carter Bear, Porter Martone. Carter Bear, c'est un joueur qui a extrêmement progressé entre sa saison de 17 et 18 ans. Et pour moi, c'est bien important. Fait qu'un gars qui part, exemple, sur une échelle de 10 à 2 et qui monte à 7, pour moi, ça m'impressionne plus qu'un gars qui part de 6 et qui monte à 7. Ouais. Alors, j'ai l'impression après ça que la courbe de progression va se poursuivre. Tandis qu'un gars comme Martone, d'un moment donné, tu dis, est-ce que le gars a presque atteint son plafond? Tandis que Bear, lui, il a peut-être encore beaucoup de temps pour s'améliorer. Alors, c'est ça la différence entre un late dont je préfère analyser la saison de 17 ans et un late dont je préfère analyser la saison de 18. Mais c'est une excellente question parce que je me l'étais déjà posée, mais je ne m'étais jamais assis pour y réfléchir. Et Kevin m'a fait réfléchir à ça cette semaine. Puis après quelques minutes, j'ai trouvé la réponse. Puis j'espère que c'est une réponse qui va
satisfaire les auditeurs et Kevin en particulier. Marc-Antoine Corneau, que pensez-vous de l'espoir Vincenze Roer? Il semble connaître un bon tournoi avec l'Autriche au championnat du monde. Vous attendez-vous à ce qu'il signe un contrat avec Montréal cet été? Et s'il le fait, va-t-il faire le saut en Amérique du Nord? Pourrait-il surprendre? Bien, la première partie de la question, Mathias, est-ce que tu es au courant si ce gars-là est dans les plans du Canadien pour un contrat? Je ne suis pas au courant s'il est au... tout ce que je sais, c'est que le Canadien a quand même salué ses performances au championnat du monde. Puis, quand l'équipe de communication marketing parle d'un joueur, j'imagine qu'on va tout le temps consulter la direction. Alors, si on l'a fait, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Donc, c'est possible qu'il signe son contrat. Alors, s'il signe son contrat, ben non, moi, je ne m'attends pas à grand-chose. Je m'attends à ce qu'il aille jouer pour le Rocket de Laval, peut-être faire un certain temps avec le Rocket et éventuellement un retour en Europe. Je ne vois pas un joueur de la Ligue nationale en lui, ni un joueur d'Impact, ce qui est normal. Hein, c'est un choix lointain. Quant aux performances au championnat mondial, ben, ça dépend toujours des adversaires, ça dépend toujours du contexte. Alors, ça, je prends vraiment ça avec un grain de sel dans son cas et je recommande aux fans là, de ne pas retenir leur souffle avec lui. Francis Desjardins, une question intéressante ici. Si vous êtes Utah, accepteriez-vous d'échanger votre choix numéro 4 au CH contre le premier choix non protégé du Canadien en 2026? Wow! Wow! Il y a des rumeurs qui avaient fait état que les Blackhawks de Chicago s'étaient fait offrir, avaient offert à Columbus le premier choix 25, en retour du 4e choix au total en 2024 pour aller chercher Ivan Demidov. Ouais. C'était une rumeur qui a circulé de façon sérieuse. Donc, on parle un peu d'une situation semblable. La différence, c'est que le Canadien est beaucoup plus avancé que les Blackhawks de Chicago ne l'étaient l'année dernière. Donc, le risque... À preuve, le risque, il repêcherait 3e cette année. Oui. Oui. Mais est-ce que le 3e de cette année, c'est mieux que Demidov? Moi, je pense que Demidov va être meilleur que le 3e joueur choisi cette année. Alors, Chicago aurait fait la bonne affaire. Ouais. Le problème que j'ai avec un échange comme ça, bien que le Canadien, puis qu'on a tendance à dire, ben là, ils vont faire les séries, c'est pas grave, ça va être le 18e choix, le 20e choix. Mais on en a parlé souvent, on ne sait jamais d'une année à l'autre. Le Canadien est sur une belle lancée, mais il n'y a pas de garantie pour l'an prochain. Il s'agirait qu'il y ait une couple de blessés, il s'agirait qu'une couple de gars connaissent une mauvaise saison. Le Canadien se retrouve dans le boulier, puis il arrive ce qui est arrivé avec les Islanders cette année. Écoute, jamais Gorton, Hughes se le ferait pardonner. Je pense qu'il serait obligé de démissionner si ça arrivait. Si Gavin McKenna se retrouvait avec une autre équipe. Mais là, la question, c'est... Tu peux pas prendre ce risque-là. La question, c'est si tu es Utah, est-ce que tu le fais? Si je suis Utah. C'est ça que Francis demande. Bon. Si je suis Utah, c'est sûr que je risque de laisser passer Caleb Desnoyers. Pour un gars, si tu fais l'exercice à l'inverse, qui va peut-être être le 20e choix l'an prochain. On ne sait pas. Ouais. Alors aussi, Utah se pose la même question que je me pose sur le Canadien. Tu sais, c'est un mystère, le choix du Canadien l'année prochaine. Alors, je te dirais, dans les deux cas, je ne le ferai pas. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras dans le cas de Utah. Et le Canadien ne doit pas prendre de risques. Alors, Utah, allez-y, prenez Desnoyers, Anton Frondel, peu importe qui est-ce qui va être disponible à ce moment-là, Jake O'Brien. Puis l'année prochaine, ça sera l'année prochaine. Puis, écoute, au moins, ben, tu t'es assuré, un peu comme Ottawa l'avait fait. Ils avaient eu le 4e choix. Ils avaient une possibilité de le prendre l'année suivante. Ils ont pris Brady Tkachuk au lieu de l'année suivante d'avoir Bowen Byron. Je pense pas qu'il le prête. Alors, si je suis Utah, je prends le 4e. Et si je suis le Canadien, je ne bouge pas. Pour moi, Francis est un joueur de poker. Simon, merci. Pierre-Alexandre Girard, merci beaucoup pour cet épisode. On est désolé avec les petits soucis techniques, évidemment. Simon est sur place à la Coupe Mémorial. On l'a installé dans une tente près de l'aréna. Il s'en va voir McKenna contre Caleb Desnoyers. Alors, merci Simon. Bon match et on se retrouve la semaine prochaine. Salut les gars. Bye.